Deus ex machina, Dieu sorti de la machine. C'est une expression latine, traduite du grec ancien, qui fait référence au dispositif scénique utilisé par les dramaturges de l'époque. C'est une référence aux grues, trappes, tonnerres et éclairs utilisés pour simuler l'arrivée surprenante d'un dieu apparaissant pour conclure une pièce de théâtre, réglant par magie tous les problèmes des héros. Si le Deus ex machina est l'assurance pour l'auteur de surprendre son audience, tout en résolvant tous les problèmes de narration de son histoire, il est universellement reconnu comme le signe d'une mauvaise scénarisation. Si vous êtes un auteur ou un scénariste, c'est un truc que vous devez impérativement éviter, même si la tentation d'y recourir est parfois bien grande. Nous allons voir pourquoi et comment tout de suite après ça. Quand on recherche dans le dictionnaire Deus ex machina, vous tombez sur la définition suivante. Personnage ou événement dont l'intervention peu vraisemblable apporte un dénouement inespéré à une situation sans issue ou tragique. Peu vraisemblable. Tout le problème du Deus ex machina tient dans ces deux mots. Les auteurs doivent ménager la suspension de crédulité de leur audience. Tout en écrivant de la fiction, leur histoire doit être vraisemblable. La suspension de crédulité, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, c'est un phénomène qui décrit le moment où un lecteur, un spectateur, décide de mettre en pause l'esprit logique qui lui sert à analyser la véracité de son environnement pour laisser sa chance à votre histoire. Par exemple, même s'il n'existe aucune preuve d'une vie exogène à notre planète, les spectateurs du film Independence Day acceptent que le président des États-Unis d'Amérique combatte de méchants extraterrestres voulant envahir son territoire. Pour rester crédible, il est logique que ce combat sur le terrain commence par des décisions prises dans son bureau. Mais il est plus difficile pour le spectateur d'accepter que ce président s'embarque lui-même dans un avion de chasse pour aller botter des culs vers olive. Si vous trouvez ça difficile à croire, vous pouvez imaginer combien il serait improbable de voir à la fin de l'histoire Jésus-Christ descendre du ciel pour renvoyer les extraterrestres dans leur foyer. Ok, vous allez me dire que je sors totalement du genre. Mais même sans faire appel à une divinité, imaginez, alors que tout semble perdu, que le président des États-Unis vient d'être abattu par un laser, que les héros ont raté leur infiltration dans le camp ennemi, Superman surgit brusquement et envoie les extraterrestres valser à l'autre bout du système solaire avec un bon coup de poing. Ok, même en restant dans le cadre de la réponse militaire, une armée de réserve totalement inconnue apparaît sans raison pour repousser l'assaut, sauvant l'humanité, le monde libre et le droit inaliénable des Américains à tirer sur tout ce qui bouge. Bon, vous allez me dire qu'Hollywood produit un bon nombre d'histoires hautement improbables. Des voitures de course finissent satellisées dans l'espace après avoir raté un virage, une pluie de requins géants s'abat sur les centres-villes les plus éloignés de la mer. Tout cela est par essence un véritable crash test pour la suspension de crédulité. C'est vrai. Ce genre de spectacle sort largement des frontières du vraisemblable pour s'enfoncer dans les terres du n'importe quoi. Mais même ces histoires délirantes ont leurs propres règles auxquelles le scénariste ne peut déroger. Par exemple, en proposant un final parfaitement crédible qui dénoterait avec le reste du spectacle. Je parie que dans les histoires que vous voulez raconter, les enjeux sont en général bien plus réduits que la sauvegarde du genre humain. Vous n'allez pas, par exemple, faire intervenir une divinité dans le cadre d'une romance ou d'un polar. Cependant, vous n'êtes pas à l'abri du Deus ex machina pour autant. Dans le cadre d'une romance, un nouveau venu parfaitement inconnu pourrait cueillir la fleur de l'amour naissant dans les dernières pages de votre histoire. Ou pour un polar, un individu qui passe par là, par hasard, pourrait être le criminel que recherche votre héros depuis le début. Vous pensez bien entendu que vous savez éviter ce genre de bêtises. Mais si vous êtes un créateur d'histoire du type jardinier, un certain nombre de choses vont vous pousser à recourir au Deus ex machina. Premièrement, vous savez qu'une bonne histoire est une accumulation croissante d'obstacles entre le héros et son objectif. Un bon jardinier commencera par un incident déclencheur juste agaçant pour le protagoniste, qui va devenir par un phénomène d'inflation de plus en plus critique au fur et à mesure de l'histoire. Comme le jardinier ne sait pas comment finit son histoire, il ne va pas hésiter à mettre son héros dans une situation inextricable, parfois même au-delà du raisonnable. Le jardinier sait aussi qu'il doit surprendre son public à la fin de son récit.
À notre époque où l'accès aux meilleures séries télé ou aux meilleurs livres se fait en quelques clics, le final de la majorité des scénarios est repérable dès le départ de l'histoire par un public de plus en plus difficile à surprendre. Le jardinier, à la fin de son histoire, est donc confronté à deux problèmes majeurs. Son héros est dans une situation inextricable et il doit surprendre son public. Après de longues heures de cogitation et devant l'impasse scénaristique devant laquelle il se trouve, l'auteur choisit de faire appel à un personnage ou événement dont l'intervention apporte un dénouement inespéré à une situation sans issue. Et c'est justement la définition du Deus Ex Machina. Dernièrement, j'ai rencontré un jardinier qui avait décidé d'écrire une enquête policière, un genre habituellement fréquenté par des architectes. C'est un type de narration bien théorisé par Agatha Christie qui écrivait ses histoires en commençant par la fin. Cet auteur m'expliquait combien il ne savait pas comment finir son roman en commençant à le rédiger et qu'aucun de ses lecteurs n'avait jamais réussi à deviner l'identité du coupable final. Un signal d'alarme s'est alors mis à sonner dans mon esprit avec Deus Ex Machina écrit dessus. Je ne sais pas si cet auteur a dû y recourir, mais tous les indicateurs de son existence étaient bel et bien présents. Je ne déteste pas les jardiniers, même si cette rubrique s'inscrit dans la série « Conseils d'architecture à l'usage des écrivains ». Je pense que les architectes doivent apprendre à faire un petit peu de jardinage, ne serait-ce que pour garantir une certaine fraîcheur de la qualité de leur récit. Mais il faut avouer que connaître la fin de votre histoire, avant d'en débuter la rédaction, vous met normalement à l'abri du Deus Ex Machina. Quand je dis normalement, ça ne veut pas dire que je suis sûr d'éradiquer à tous les coups. Le Deus Ex Machina peut faire son grand retour pour diverses raisons. La première, c'est que l'auteur, pour ménager sa surprise finale, doit camoufler les indicateurs visibles de la fin de son histoire aux perceptions de son audience, tout en s'assurant qu'ils sont bien pris en compte dans son scénario. Pour cela, il doit cacher et mentir. Je vais prendre un exemple connu en vous parlant de la fin de la très populaire série Game of Thrones. Si vous vous intéressez un petit peu à cette histoire médiévale fantastique, vous devez savoir que la fin de cette série a été décriée lorsque Daenerys, l'un des personnages présentés comme positif, est prise de folie meurtrière. Je connais bien les écrits de George R.R. Martin pour avoir lu divers romans de cet auteur, dont les 5 opus du Trône de Fer, sur lequel est basée cette série télévisée. George est l'archétype de l'architecte. Il a beaucoup écrit pour la télé, il maîtrise à merveille la structure en maelstrom qui transparaît dans ce show. Quand il écrit le personnage de Daenerys, il en fait tout d'abord une victime. Déchue de son statut d'enfant royal, elle est martyrisée puis vendue par son frère à un chef barbare en l'échange d'une hypothétique alliance armée. Elle n'est pas vraiment violée, enfin du moins pas dans la version écrite de l'histoire, mais obligée de se donner à ce guerrier dont elle tombe amoureuse. Enfin, elle le croit. Déchue une nouvelle fois de son pouvoir à la mort de son mari, elle décide de se battre pour survivre et dans sa quête entraîne avec elle de plus en plus de monde à qui elle ne demande qu'une seule chose, être loyale. Elle dompte des dragons, affranchit ses esclaves, gagne des batailles et semble parée d'un certain nombre de qualités considérées comme positives par la majorité des lecteurs. Pourtant, tous les indicateurs précédant sa folie meurtrière sont également présents dans l'histoire. Elle est la fille d'un roi fou, enfantée d'un mariage consanguin. À la mort de son mari, elle décide de s'immoler avec ses dernières possessions qui se révèlent être des œufs de dragon. Elle recommence un peu plus tard ce suicide par le feu sans savoir si elle survivra une nouvelle fois. Elle mène quelques batailles uniquement pour asseoir son pouvoir, elle châtie très durement tous ceux qui lui semblent déloyaux et couche avec un homme qui semble faire partie de sa famille. Si, je vous l'assure, le fait qu'il ne devienne pas un casse-croûte de dragon la première fois qu'il leur caresse le museau, c'est pour elle sans aucun doute l'indicateur que Jon est un Targaryen. On en reparle tout de suite. La folie meurtrière de Daenerys n'est pas due au hasard, même si le public qui a suivi la série télévisée est surpris par ce revirement final. George R.R. Martin a prévu celui-ci depuis le début de son histoire. Il a caché la véritable nature de ce personnage et n'a pas hésité à mentir à ses lecteurs en exposant à partir d'un certain moment dans ses romans des points de vue extérieurs sur ce personnage, alors que ce personnage avait pourtant été traité au départ comme tous les autres, en point de vue intérieur.
Pourquoi le public a-t-il crié au Deus Ex Machina en visionnant les derniers épisodes de la série? D'autant plus que le dragon qui aurait dû ossir Jon Snow en représailles après qu'il s'en soit pris à sa mère ne fait que le regarder intensément avant de vaquer à ses affaires. Mais là, c'est plutôt logique, parce que rappelez-vous, Jon est un Targaryen. La raison de l'insatisfaction du public, c'est parce que George R.R. Martin a réussi à faire passer pour positif un personnage pourtant totalement corrompu par la folie. Le spectateur a vu ce qu'il voulait voir et s'est totalement fourvoyé dans son interprétation de faits qui pourtant étaient bien présents dans l'histoire. Est-ce un Deus Ex Machina? Pas vraiment. Pour ceux qui ont bien suivi l'histoire, mais la rareté de leur nombre fait que le grand public le considère comme tel. Alors ok, il existe bien un véritable Deus Ex Machina dans la dernière saison de Game of Thrones, et c'est l'élimination du roi de la nuit, et par extension, de tous les morts vivants. La rencontre improbable entre Arya, un couteau planté exactement au bon endroit, et le roi de la nuit, sent bon le scénariste en face d'une situation inextricable. Il devait trouver une solution surprenante, mais également invraisemblable, pour finir son histoire en une seule saison. Je suppose que George R.R. Martin ne pensait pas donner un rôle aussi important aux morts vivants qui rôdent dans les coulisses de son monde. Mais même un bon architecte est parfois dépassé par le succès de ses personnages. Architecte ou jardinier, le Deus Ex Machina est un truc que vous devez absolument éviter. N'introduisez pas un intervenant ou un événement improbable de dernière minute pour clore une histoire que vous savez bancale. Réfléchissez dès le départ à toujours laisser une échappatoire à vos personnages. Pensez, dans votre roman, à semer quelques indices, pas trop visibles, indiquant le chemin. Vous devez jouer avec vos lecteurs, vous devez leur mentir, vous devez maîtriser votre narration. Mais surtout, ne bâclez pas la fin de votre histoire avec un Deus Ex Machina. Conseil d'architecture à l'usage des écrivains est une série de vidéos destinées aux romanciers et scénaristes, à tous ceux qui écrivent des histoires. Elles sont basées sur le contenu de divers ouvrages parlant de narratologie, rédigés par les meilleurs spécialistes du genre. Chaque thème est évoqué en quelques minutes. Ces conseils sont simples, logiques, on enfonce parfois des portes ouvertes, mais comme le disait Charles Maurice de Talleyrand, si cela va sans le dire, cela ira encore mieux en le disant. Si vous vous intéressez à la science de la narration, abonnez-vous, likez cette vidéo et rendez-vous au prochain épisode.